Bien bonjour et bienvenue à toutes et tous. On est ravis de vous voir aussi nombreuses et nombreux avec nous pour écouter aujourd'hui Sophie Crass, que je vais brièvement présenter. Sophie est maîtresse de conférences à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle vient tout juste, avec Charlotte Guichard, de présenter son dernier ouvrage qui s'appelle « Vendre son art, le marché à l'œuvre », un livre que vous pouvez retrouver d'ailleurs au Salon du Livre. Elle est également l'autrice de L'économie à l'épreuve de l'art, qui a également fait l'objet d'une traduction aux États-Unis, une publication aux presses de l'université de Yale. Mais aujourd'hui, elle va nous parler de vraie peinture et faux billets, Andy Warhol et Larry Rivers, contrefacteurs des années 1960. Merci. Merci beaucoup Hélène, et c'est un grand privilège pour moi de vous présenter ce travail et puis avec à la table pour m'accompagner une spécialiste aussi d'histoire de l'art états-unien, puisque c'est d'artistes nord-américains dont je vais vous parler aujourd'hui en interrogeant cette question du vrai et du faux autour de ce que l'art et l'argent ont en partage quant à ces questions. En 1953, l'historien et critique d'art Alfred Frankenstein publiait un ouvrage, alors relativement confidentiel, qui s'efforçait de faire redécouvrir des artistes américains assez atypiques, populaires en leur temps, mais largement oubliés depuis. Vous en voyez ici des exemples, William Arnett ou John Haberle. Loin des grands paysages américains inspirés par le réalisme ou l'impressionnisme, ces artistes pratiquaient donc à la fin du XIXe siècle une forme assez particulière de nature morte en trompe-l'œil, avec pour sujet privilégié et parfois même exclusif le billet de banque. Le billet de dollar, reproduit encore et encore avec la plus grande dextérité, semble, vous le voyez, saillir hors de la peinture et en appeler à la convoitise du spectateur ou de la spectatrice qui doit réprimer son désir de toucher la toile qui trompe son regard. Et vous avez pu peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, découvrir certaines de ces œuvres au musée Marmottan il y a peu dans une exposition sur le trompe-l'œil. Mais dans les années 1950, l'ouvrage de Frankenstein, qui, disons, redécouvre ces peintures, passe relativement inaperçu, et son sujet, finalement, aurait pu demeurer une bizarrerie anecdotique dans l'histoire de la peinture américaine. Et pourtant, 15 ans plus tard, l'engouement suscité par ces artistes était tel que le livre fut réédité au milieu des années 60 et, je dirais, inaugura une phase d'intérêt, de curiosité et de grand succès pour ces peintres d'argent du XIXe siècle. Dans sa nouvelle préface, l'auteur donc, des années 60, de la réédition des années 60, l'auteur, donc Frankenstein, nommait le responsable de ce succès inespéré, le pop art. Lors de la première parution, donc en 1953, écrit-il, personne ne pouvait percevoir que John Haberle était le précurseur du pop art, parce qu'à cette époque, le pop art n'existait pas. Mais Haberle affirme, dans l'idiome de son propre mouvement, un trait vernaculaire parcourant l'art américain et qui atteignit sa plus haute proéminence à l'ère du pop art. Le parallèle qui peut être fait confère un sens de continuité historique aux peintures les plus récentes et révèle une signification contemporaine chez les plus anciennes. Donc voilà la peinture de trompe-l'œil de la fin du XIXe siècle, devenue rétrospectivement précurseur du pop art. Voilà Andy Warhol ou Larry Rivers, proclamés héritiers des petits maîtres du trompe-l'œil. Les articles de revue et les expositions confrontant ces deux moments de l'histoire de l'art se multiplient pour soutenir cet argument. Ce que les critiques d'art croient identifier dans cette filiation, c'est, dans un contexte qui est très porté alors au patriotisme, ce qui serait un trait culturel proprement américain,
qui ne caractériserait aucune autre société que celle des États-Unis. Cette généalogie uniquement américaine, comme l'écrivent les auteurs de l'époque, se caractériserait par un intérêt pour les images crues de la culture populaire et pour les objets sans noblesse de la vie quotidienne, au premier rang, l'argent. Pour les auteurs comme Frankenstein, le choix du billet de banque comme sujet privilégié pour la peinture américaine doit avant tout être rapporté à une nécessité formelle, la recherche de ce qu'il appelle la planéité, donc l'idée d'une surface plane. Voilà ce que Frankenstein écrit. A bachelor's drawer, donc le tiroir du célibataire, est rempli de papier-monnaie. Donc il parle de l'œuvre de John Haberle que vous voyez ici en haut. Donc ce tiroir est rempli de papier-monnaie que Haberle et ses contemporains peignaient non tant parce qu'il avait de la valeur que parce qu'il était plat. Les artistes pop, comme Andy Warhol, ont aimé peindre du papier-monnaie et des timbres pour les mêmes raisons. Ce sont des objets totalement bidimensionnels et qui se prêtent donc à une représentation illusionniste complète. Alors cette idée pose bien sûr des problèmes à plusieurs égards. D'abord, tandis que le pop art abandonne purement et simplement la troisième dimension et nie volontairement toute sensation de profondeur, au contraire, c'est précisément pour atteindre l'illusion de la troisième dimension que les artistes de trompe-l'œil du XIXe siècle privilégiaient souvent ces sujets peu épais pour mieux suggérer la manière dont le coin d'un billet froissé se détache d'un fond, pour suggérer le fin relief d'un timbre ou bien la profondeur d'un châssis. Plus fondamentalement encore, peut-être, cette recherche commune d'un sujet plat ne nous dit pas grand-chose sur la raison pour laquelle c'est l'argent qui a été choisi. Parce qu'évidemment, le papier-monnaie, après tout, est bien loin d'être l'unique image bidimensionnelle à la portée d'un peintre. Or, c'est bien sur ce motif précis de l'argent que ces artistes ont choisi de focaliser leur attention, déclinée dans un grand nombre d'œuvres concentrées à ces moments historiques que furent donc la fin du XIXe siècle et les années 1960. Ce que je voudrais proposer dans cette conférence, c'est que s'il faut dégager une continuité entre ces deux moments de la peinture américaine, entre, disons, William Harnett et Andy Warhol, eh bien, cette continuité est moins à chercher du côté d'une hypothétique identité culturelle purement américaine ou d'une quête pour l'illusion formelle par la planéité. Elle serait plutôt à chercher, à mon sens, dans la récurrence d'une crise de l'authenticité commune à l'art et l'argent, dans des périodes de crise monétaire, et je dirais tant monétaire qu'artistique. Mon hypothèse ici est que ce qui interroge les peintres à la fin du XIXe siècle, comme dans les années 60, c'est la question du vrai et du faux, dans ce qu'elle a de commun à la peinture du XIXe siècle et jusqu'aux premières décennies du XXe. Les peintures d'argent en trompe-l'œil sont donc l'objet d'une véritable mode aux États-Unis. On compte pas moins d'une vingtaine de peintres qui l'ont pratiquée, à divers degrés de dextérité, et pour certains, l'argent était le sujet choisi à l'exclusion de tout autre. Le précurseur de cette pratique, c'est bien William Harnett, outre des natures mortes un peu plus conventionnelles, comme celle que vous voyez ici à gauche. Il s'est vraiment spécialisé dans des tableaux qui représentent méticuleusement des billets peints à plat, en taille réelle. Ces œuvres remportent rapidement un certain succès. Elles sont exposées non tant dans les musées ou les galeries les plus prestigieuses, mais plutôt dans les tavernes, dans les bureaux, et attirent les commentaires de plusieurs journaux locaux. C'est ce qui motive l'intervention à la mi-novembre 1886 du chef des services secrets new-yorkais, qui s'appelle à l'époque A.L. Drummond, chargé notamment de la lutte contre la contrefaçon. Il envoie ses équipes se saisir d'une toile comme celle-ci, représentant un billet de $5, et convoquer l'artiste en personne. Après examen de la peinture saisie,
le juge, sollicité par le département du Trésor américain, estime qu'en l'état, l'artiste ne serait probablement pas condamné pour contrefaçon s'il devait passer devant un tribunal. Il préconise donc de renoncer à le poursuivre, mais il recommande d'adresser un avertissement solennel à l'artiste, car, je cite, « le développement et l'exercice d'un talent si susceptible d'usage frauduleux ne devraient pas être encouragés. L'artiste devrait être enjoint à abandonner l'imitation de la monnaie des États-Unis à partir de maintenant, et donc toujours être enjoint à exercer son génie dans une autre direction s'il ne veut pas avoir de problème. » La poursuite pour contrefaçon est, donc de fait une menace récurrente pour les peintres qui se spécialisent sur l'argent, jusqu'en 1909, où le durcissement de la loi contre la contrefaçon met en réalité quasiment fin à l'exposition publique de tels tableaux. Donc c'est finalement la législation contre la contrefaçon qui explique en grande partie l'abandon de ce thème par les artistes et la fin de cette vogue de trompe-l'œil d'argent. L'artiste John Haberle, dont on a parlé déjà, a également reçu un avertissement de la part des autorités. Quant à Victor de Breuil, un autre peintre de cette mouvance, eh bien, dans son cas, il est poursuivi pour contrefaçon et il doit quitter les États-Unis de manière, je dirais, rapide et imprévue en raison des poursuites. L'une de ces toiles se trouve d'ailleurs encore à ce jour dans les coffres des services secrets parmi les objets illicites saisis. Alors évidemment, un tel acharnement contre ces peintures, semble-t-il fort inoffensive et bien évidemment incapable de se faire passer pour de vrais billets, peut paraître un brin ridicule aujourd'hui. Et pourtant, le cas était tout à fait sérieux. Dans le dernier quart du XIXe siècle, le faux monnayage est un problème rampant et frappant aux États-Unis. Certains historiens estiment que près d'un tiers de la monnaie circulant à cette époque aux États-Unis était contrefaite. Or, compte tenu de l'évolution des techniques et de la nature des billets à cette époque, les meilleures contrefaçons n'étaient pas gravées, ou encore moins photographiées, mais étaient bel et bien peintes à la main. Certaines d'entre elles, comme celles qui furent introduites à New York à partir de 1883, superbement réalisées à l'encre et à la peinture à l'aquarelle, retinrent même l'attention des journaux comme le New York Times, qui parla de ce faux billet comme, je cite, d'une magnifique œuvre d'art, notant, je cite toujours, que la personne qui l'a réalisé doit être un expert d'une capacité rare. Un artiste maîtrisant si parfaitement la représentation mimétique du billet de banque était donc nécessairement un suspect de manière tout à fait sérieuse. Les artistes eux-mêmes étaient bien conscients de ce flirt avec la contrefaçon et n'hésitaient pas à en jouer. Haberle, qui poussait l'obsession jusqu'à reproduire dans ses billets les numéros de série, les signatures parfaitement visibles et vérifiables pour ses billets en trompe-l'œil, s'en amusa dans une toile intitulée « Reproduction », donc la reproduction. Outre donc l'un de ces célèbres billets scrupuleusement représentés, il reproduit en fait deux coupures de presse, elles aussi en trompe-l'œil, qui sont ces coupures de presse elles-mêmes des contrefaçons, en ce sens qu'elles semblent avoir été inventées de toutes pièces par l'artiste. Ces coupures de presse vantent en fait ses propres talents d'imitation. Il y en a une qui s'intitule « Le contrefacteur » et qui vante en fait les propres capacités du peintre. Si ces artistes jouaient avec la contrefaçon, ce n'est pas par un goût gratuit de la provocation. La réaction très vive de la part des autorités autour de l'argent comme un sujet très sensible est le symptôme de la fragilité de la monnaie américaine à cette époque. L'une des raisons pour lesquelles la monnaie américaine resta si longtemps très facile à contrefaire
était la coexistence d'un grand nombre de billets aux statuts différents et donc à l'apparence variée. En effet, il faut attendre 1913 et la création de la Federal Reserve Bank, la Fed, pour que les États-Unis se dotent d'une banque centrale. Jusqu'à cette date, la création monétaire n'était pas centralisée au niveau du gouvernement fédéral, et donc les différentes banques dans différents États émettaient leur propre monnaie, avec évidemment des apparences de billets très différents, ce qui favorisait la circulation de faux billets. Contrairement au choix qu'aurait fait un véritable contrefacteur, les billets qu'un artiste comme William Arnett choisit d'imiter sont loin d'être ceux qui ont le plus de valeur d'échange. Non seulement leur aspect est en général vieilli et usé, mais les dénominations qu'ils représentent sont en général les billets qui ont le moins de valeur à l'époque. Ce sont des notes du trésor, les Treasury Notes, de 5 et 10 $, des billets de 10 centimes. Cette monnaie fractionnelle de papier avait été introduite durant la guerre civile américaine, à un moment où la thésaurisation des pièces était telle que les autorités du Nord se trouvaient complètement à court de pièces et étaient donc obligées d'émettre ces billets vraiment d'une toute petite valeur qui, en plus, ont immédiatement subi l'inflation. Leur valeur d'échange a donc très vite chuté au point qu'on leur a donné le surnom de shin plasters, c'est-à-dire mot à mot un pansement pour la jambe, en fait, pour le tibia. Autrement dit, ce papier-monnaie était tellement dénué de valeur monétaire, de valeur d'échange, qu'il était mieux utilisé pour sa valeur d'usage, c'est-à-dire celle d'un pansement pour soigner des petites plaies. Donc, consacrer un travail aussi long et aussi fastidieux à contrefaire un billet d'une valeur aussi dérisoire relevait donc, a priori, de l'absurdité la plus complète. Quant aux billets de 5 à 10 $, eh bien, il s'agit aussi de billets qui ont une très mauvaise réputation. Ce sont des billets dont le dos était vert, qu'on appelait pour cette raison les greenbacks. Ces billets avaient donc une réputation très mauvaise parce que eux aussi ont été émis à partir de la guerre civile américaine, au moment où précisément les autorités manquent d'argent. Et ce sont des billets qui ne sont pas remboursables en or ou en argent. Ce sont des billets qui ne sont pas sujets à la convertibilité en or ou en argent. Ils suscitaient donc une très grande méfiance dans la population. Un fossé économique et social existait entre les défenseurs des billets remboursables en métal précieux, donc principalement les possédants et les rentiers, et de l'autre côté, les partisans des greenbacks, donc de ces billets verts, de ces billets non remboursables, qui étaient en particulier les personnes les plus pauvres et les endettés. Nul doute que William Arnett, qui a été toute sa vie un peintre désargenté, faisait partie de ces derniers. Mais en peignant avec un soin presque dérisoire cette monnaie dévalorisée, il offrait en quelque sorte des memento mori à ces riches acheteurs qui pouvaient voir dans ces billets qui leur inspiraient la méfiance une forme de condamnation morale d'une monnaie instable et peu sûre. Donc on voit ici toute l'ambivalence en fait, de la peinture qui pouvait plaire à un camp comme à l'autre. Le billet représenté par Haberle, lui, nous emmène vers un autre aspect du débat monétaire américain de l'époque, celui qui opposait les partisans du monométallisme et ceux du bimétallisme. Alors, les partisans du monométallisme exigeaient que la monnaie américaine ne soit échangeable que contre de l'or, considéré comme le seul garant légitime du système fiduciaire. Ils revendiquaient ainsi une monnaie forte, mais rare, qui imposait une sorte de discipline monétaire stricte. Les seconds, les partisans du bimétallisme, eux, soutenaient le recours à la fois à l'or et à l'argent, afin d'élargir la quantité de métal précieux disponible et d'augmenter ainsi la masse monétaire. D'autant plus qu'à cette époque, on découvre en fait de nombreux gisements d'argent aux États-Unis, dans l'ouest des États-Unis.
Le débat est très vif à l'époque et oppose notamment l'Est et l'Ouest, l'Est étant plus favorable à l'or et l'Ouest à un mélange de l'or et de l'argent. Haberle, sur cette toile, a choisi de représenter un silver dollar, c'est-à-dire un dollar, un billet de dollar échangeable en argent, contre de l'argent. Donc une monnaie de second rang, une monnaie qui n'a pas toute la légitimité de l'or, une monnaie qui en quelque sorte prend le parti du bimétallisme et pas du monométallisme. Et qui plus est, il expose ce billet à la grande exposition de Chicago en 1888, donc précisément, je dirais, au point de rencontre entre l'Ouest et l'Est, dans cet affrontement qui est à la fois géographique et social autour des questions monétaires. Quelques années plus tard, un autre peintre dont j'ai parlé brièvement, Victor de Breuil, poursuit le même débat dans un tableau intitulé, notons-le, « Is this real ?» Donc, est-ce que c'est réel ? Donc, la question du vrai et du faux est vraiment au cœur de ce tableau. Il y représente, vous le voyez, une profusion de billets et de pièces qui représentent en fait un florilège des monnaies les plus dépréciées à l'époque. Donc on y voit en bas à gauche un silver certificate, donc ces billets échangeables en argent et non pas en or. On voit le dos vert d'un greenback, les billets dont je parlais tout à l'heure, qui n'étaient échangeables contre rien du tout, donc encore pire. Et puis au milieu, une note du trésor qui, comme je l'avais dit, a été plus précieuse comme pansement que comme billet de banque. Le jeu de mots contenu dans le titre, est-ce réel, se rapporte donc autant à la technique du trompe-l'œil qu'à la suggestion que la monnaie représentée pourrait bien n'être, elle aussi, qu'une illusion, qu'une manipulation. Ce lien entre la capacité du peintre à tromper l'œil du spectateur ou de la spectatrice, et de l'autre côté, la capacité des pouvoirs économiques et monétaires à tromper les citoyens en leur distribuant de la monnaie dévaluée, de la fausse monnaie. Ce lien est explicite dans l'œuvre que vous voyez ici du peintre Charles Alfred Maurer. Il juxtapose à la représentation mimétique extrêmement réussie d'un billet de $2 une coupure de presse qui contient deux encarts. Le premier relate l'arrestation de 2 faux monnayeurs à Cincinnati qui tentaient d'écouler des faux billets de $2, justement. Le second encart, dans la même petite coupure de presse découpée, le second encart est consacré à la bourse de New York et donne des bribes d'informations sur les fluctuations des cours, sur les actions des États, des compagnies, des bons émis par les États, les actions des compagnies ferroviaires, etc. L'année 1893, durant laquelle est peint ce tableau, est l'année d'une des plus sévères dépressions de l'histoire financière des États-Unis. Sous la pression de déficits commerciaux et de réserves insuffisantes en or et en argent, l'économie américaine est frappée par une forte récession qui touche avant tout les agriculteurs et les classes populaires. La crise redonne donc toute son urgence et sa fièvre au débat monétaire et aux affrontements entre monométallistes et bimétallistes dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans cet affrontement économique et politique, Maurer, l'artiste, tient une position qui est discrète, mais qui est néanmoins lisible. En effet, on peut imaginer qu'il s'identifie aux faux monnayeurs qui diffusent des faux billets de $2. Ces billets de $2 sont des silver certificates, donc des billets échangeables en argent, des billets de second rang. Donc finalement, le peintre assume d'émettre lui aussi une monnaie d'authenticité et de valeur douteuse qui ne se fonde pas sur le métal le plus précieux, l'or, mais simplement sur l'argent. Il associe à cette représentation un compte-rendu boursier qui témoigne de ce que les riches investisseurs, malgré la crise, se portent bien
Et ce faisant, on peut lire cette juxtaposition comme une manière de prendre fait et cause pour cette monnaie du peuple, cette monnaie dévalorisée, contre la monnaie des puissants, la monnaie fondée sur l'or, les puissants qui échappent à la crise et à la justice. Près d'un siècle plus tard, au début des années 60, l'argent, je le disais, redevient un thème incontournable de la peinture américaine. Des artistes alors associés au pop art, comme vous voyez ici Robert Dowd, Philip Efferton, mais aussi, je pourrais en citer beaucoup, Robert Watts, Yayoi Kusama, qui vit alors à New York, dans la même scène, réalise des représentations plus ou moins ressemblantes, presque trompe-l'œil, de billets de dollars. Tout comme Andy Warhol et Larry Rivers, dont je parlerai plus en détail aujourd'hui. Alors, il est très clair que certains de ces artistes eurent directement connaissance des antécédents dont je viens de discuter, qu'ils s'inspirèrent vraiment de ces artistes du XIXe siècle qui étaient en train d'être redécouverts, notamment par le livre d'Alfred Frankenstein que j'ai cité. Je pense par exemple à Robert Dowd, donc cet artiste californien qui produit, vous le voyez, des liasses de billets illusionnistes où les billets froissés et plissés en légère saillance par rapport au fond ne peuvent que rappeler des peintures comme celle de Victor de Breuil que je montrais tout à l'heure. Ce tableau que vous voyez ici en bas, qui s'intitule La banque à $1, semble même directement faire écho à ce trompe-l'œil de John Frederick Peto que vous voyez en haut. Il s'agit ici d'une véritable boîte assez peu profonde, construite en carton, qui prend l'apparence d'un billet de banque. Le cartouche central, qui porte le portrait d'un président américain, peut pivoter pour laisser apparaître de faux billets issus d'un jeu pour enfants. Ici, avec cet ovale qui contient le portrait du président, pivotant sur une épingle pour clore un petit espace marqué dans la profondeur de la toile, eh bien, ça peut rappeler d'une manière frappante cette œuvre de Peto que vous voyez en haut. Ce que le trompe-l'œil ne faisait que suggérer, qu'imiter, est ici littéralement matérialisé avec une œuvre qui réellement est mobile et peut se manipuler. L'œuvre de Peto pouvait se lire comme une mise en abîme de la pratique du trompe-l'œil, liée au désir de dévoilement, de savoir ce qui se cache finalement à l'intérieur du tableau, dans la profondeur du mystère, au-delà de l'image plane. En réponse, Dowd brise le secret et divulgue ce que révèle la cachette. Derrière le tableau, on trouve un coffre débordant de faux billets, une banque centrale qui ne subsiste que par le mythe qu'elle entretient. L'artiste Dowd est intéressant aussi pour nous parce qu'il semble s'être réapproprié véritablement le mythe de l'artiste de trompe-l'œil poursuivi par les services secrets pour contrefaçon. Voici ce qu'il raconte à la fin de l'année 1963. Mara, donc c'est sa compagne, Mara et moi, nous les avons suivis donc il raconte que c'est les agents des services secrets qui viennent l'arrêter en arguant que ces peintures de billets de banque représentent une infraction aux lois contre la contrefaçon. Donc il écrit « Mara et moi, nous les avons suivis au bâtiment fédéral dans le centre de Los Angeles. Un des agents était jeune et l'autre avait la cinquantaine. Le jeune type a dit « Est-ce que vous réalisez que vous avez enfreint la loi en peignant de l'argent ?» Et j'ai dit « Vous plaisantez ?» Je ne le prenais pas sérieusement. Ensuite, il a cité une loi et il a dit « Selon la loi, vous faites de la contrefaçon. » J'ai dit « Vous n'avez jamais entendu parler du pop art ?» Il a répondu « Ça ne nous regarde pas. Nous allons confisquer ces dessins. C'est de la contrebande. » Alors qu'on était sur le point de partir, à la porte du bureau, le jeune m'a dit « Vous connaissez Andy Warhol ?» J'ai dit « Oui. » Il a dit « Je veux que vous me rendiez service. Je veux que vous appeliez Warhol et que vous lui demandiez d'arrêter de faire de l'argent. » J'ai dit « Il faudra que vous le disiez vous-même. » Et on est parti. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Alors, l'histoire est probablement, au moins en partie, romancée, mais elle rappelle très très directement les sérieux démêlés que les peintres de trompe-l'œil américains de la fin du XIXe siècle avaient eu avec les services secrets. En racontant cette altercation, Dowd s'inscrit donc dans cette généalogie bien identifiée de la peinture américaine et il y implique son rival, à l'époque, Andy Warhol. Les billets de dollars d'Andy Warhol, donc toute une série réalisée durant l'année 1962, tiennent une place spéciale dans l'histoire de l'art, celle qu'on réserve aux véritables icônes.
Ce statut est bien sûr indissociable du destin commercial du pop art qui a fait voir rétrospectivement dans le motif des billets de banque une sorte de déclaration d'intention prophétique lorsque le boom du marché de l'art a élevé le prix de ses œuvres à des niveaux sans précédent. Je prendrai pour exemple cette toile qui s'intitule « 200 billets de 1 $». L'histoire raconte qu'elle a été achetée pour la première fois par le couple Ethel et Robert Scull en 1962 à la Green Gallery pour sa valeur faciale, soit 200 $. En 1985, donc un peu plus de 20 ans plus tard, le tableau a été revendu à Sotheby's pour 385 000 $. Il a atteint 43 millions de dollars lorsqu'il a réapparu de nouveau en vente publique dans la même maison en 2009. Donc l'argent peint s'est avéré dans ce cas un bien meilleur investissement que l'argent réel. Le thème de l'argent traverse en fait toute la carrière de Warhol, depuis ses premiers dessins à la fois personnels et en tant qu'illustrateur publicitaire. Mais c'est vraiment à partir de 1961-62 qu'il se livre à une exploration systématique sur ce thème. Et on voit dans la succession des images comment il abandonne peu à peu la tridimensionnalité du billet et de sa mise en scène pour en arriver à cette figure du billet à plat. Il substitue donc il se débarrasse du billet comme chose pour aller vers le billet comme image, des billets types, tous identiques, puisque Warhol va utiliser la même image en fait sérigraphiée pour reproduire à l'infini le même billet. Alors cependant, comparer les billets sérigraphiés avec de vrais billets permet quand même de soulever quelques différences importantes. Alors d'abord, vous le voyez, l'échelle. Les billets de Warhol sont beaucoup plus grands que de véritables billets. En fait, c'est un agrandissement de 50% en gros par rapport aux billets réels. Et les sources nous expliquent que ce choix est précisément dû à la décision de Warhol de respecter la loi régissant la contrefaçon qui interdit la circulation de reproductions de billets qui seraient trop proches des dimensions réelles. Donc Warhol, précisément, souhaitait s'éviter la visite des services secrets et c'est pour cette raison qu'il a fait ce choix. Alors, si je reviens à une comparaison hors échelle, en fait, l'agrandissement précisément de ces billets permet d'attirer l'attention sur des détails, des motifs du billet de banque qui, sinon, passent largement inaperçus. Warhol n'a pas cherché à reproduire très exactement l'original, mais a volontairement omis certains détails, comme des dates, des numéros de série, des inscriptions, par exemple celles qui, sur un billet original, sont surimposées sur le chiffre 1, ici à gauche, vous voyez qu'elle a disparu. Donc il aère, il libère un petit peu son propre billet, ce qui renforce en fait l'attention sur les détails qu'il a choisi, eux, de représenter. Un détail, par exemple, qui apparaît de manière très très proéminente et très claire, c'est la formule « In God we trust » qui se situe juste au-dessus du one sur le dos du billet. C'est une formule qui est importante puisque le billet que Warhol a choisi de représenter, un billet de la série 1935G, c'est le premier billet qui porte cette inscription. Le premier billet de 1 $ qui porte cette inscription. Une inscription qui, en pleine guerre froide, est une manière de réaffirmer une forme d'affirmation patriotique et religieuse pour les États-Unis en pleine guerre froide contre, évidemment, l'URSS et le communisme. Mais la nouveauté de ce billet que Warhol choisit de représenter ne tenait pas seulement à cette inscription, In God We Trust, mais aussi à un aspect plus technique qui a pu, de la même façon, intéresser Warhol. En effet, ce billet de 1 $ qu'il a choisi de représenter est le premier à être produit par un nouveau procédé d'impression
Vous voyez ici les anciennes presses et ici les nouvelles. Un nouveau procédé d'impression qui permettait en fait, c'est des presses rotatives à grande vitesse qui permettaient de produire une quantité beaucoup plus importante de billets pour le Bureau of Engraving, qui est le service qui fabrique la monnaie américaine. Or, l'idée que l'impression de nouveaux billets puisse être toujours plus rapide et toujours plus massive n'était pas sans provoquer scepticisme et l'ironie de celles et ceux qui dénonçaient alors l'inflation qui touchait la monnaie américaine. Le Wall Street Journal, qui à l'époque comme aujourd'hui se méfie beaucoup de l'inflation, accueillait ainsi par ces mots l'arrivée de ce nouveau billet de $. Je les cite. « Pour la première fois, il comprend la devise qu'on trouvait déjà depuis longtemps sur nos pièces, « In God we trust ». Sinon, le billet est essentiellement tel qu'il a été depuis 1937. C'est vrai, il n'y a pas eu de modification sur le graphisme du billet. À part, nous dit le Wall Street Journal, qui ne permet pas d'acheter autant. D'après les spécialistes de ce genre de choses, le dollar d'aujourd'hui n'a plus que la moitié du pouvoir d'achat d'un dollar d'il y a à peine 20 ans. 3 fois plus de dollars peuvent aujourd'hui être imprimés en autant de temps qu'il en fallait autrefois pour en imprimer un seul. Nul ne sait ce que le Bureau of Engraving nous réserve, mais si le gouvernement s'en remet à une politique fiscale fondée sur le processus en cours, le dollar à 50 centimes d'aujourd'hui vaudra bien des flopées de dollars de demain. Et cela nous ramène tout droit à la devise qui figure maintenant sur les billets d'$1. Nous sommes fort heureux de l'avoir circulée aussi largement que possible, car elle ne nous rappelle pas seulement où la confiance de l'homme est la mieux placée, elle nous rappelle aussi de ne pas trop placer notre confiance, notre argent, ou quoi que ce soit d'autre, dans le gouvernement. Donc la question de la confiance, du trust, est au cœur de la proposition ironique du billet de Warhol. Et c'est quelque chose qui se confirme lorsqu'on continue à le regarder. Exactement comme John Haberle ou Victor de Breuil avant lui, Warhol a choisi de représenter, si on regarde bien, un silver certificate, c'est-à-dire un billet échangeable contre de l'argent et non pas contre de l'or. Donc un héritage de ce bimétallisme du XIXe siècle. Or, dans les années 60, eh bien, les réserves d'argent sont devenues de plus en plus rares. C'est la fin en fait, de ces grands stocks accumulés par les découvertes minières du XIXe siècle et l'argent, en réalité, vient à manquer. Si bien que la convertibilité de ces silver certificates est devenue de plus en plus difficile. Quand bien même cette monnaie est déjà une monnaie de second rang par rapport à une monnaie convertible contre de l'or, eh bien, sa valeur est encore davantage compromise par le fait qu'en réalité, il n'y a plus assez de stock de métal, d'argent dans les caisses pour pouvoir effectivement rembourser les détenteurs de ces billets. Au point d'ailleurs qu'à la période où Warhol peint ce billet, le secrétaire du Trésor américain prend la décision de freiner et puis d'arrêter complètement le remboursement de ce type de billet qui va sortir en fait assez rapidement de la circulation et qui en fait à la fin des années 60 n'existe plus. Donc en représentant un silver certificate, Warhol choisit de dépeindre l'image déjà presque disparue d'une ère monétaire qui touche à sa fin, celle de la convertibilité de la monnaie en métal précieux. Un détail qu'il a soigneusement omis de reproduire sur ses propres billets est en ce sens assez significatif, même s'il faut le repérer. Comme vous le voyez peut-être, alors je n'ai pas de pointeur, je vais me lever, les véritables billets de banque en fait, contiennent, disons, une formule qui se situe ici, juste au-dessus de The United States of America, sur le recto, et qui, ici, vous le voyez, a disparu. Cette formule, c'est « This certifies that there is on deposit in the treasury of ». Autrement dit, ce billet certifie qu'il y a en dépôt dans le trésor, au trésor des États-Unis d'Amérique, $1 en argent. En choisissant d'effacer cette formule de son propre billet, Warhol semble ironiquement pointer du doigt l'absence, en réalité, de ce dépôt d'argent, l'absence, l'impossibilité réelle du Trésor américain à rembourser à ses citoyens la dette que représentent les billets mis en circulation.
En creux apparaît donc un questionnement sur la nature de l'argent lui-même. Que représente-t-il lorsqu'on peut imprimer toujours plus de ces billets qui ne sont désormais adossés sur nulle autre richesse qu'eux-mêmes? Donc, près d'un siècle après William Arnett et les autres peintres de trompe-l'œil, Warhol repose sous une autre forme des questions similaires quant à la crise monétaire traversée par les États-Unis. Comme si, en période de crise, les points communs entre l'art et l'argent apparaissaient de manière plus évidente, de manière plus saillante. Alors je voudrais finir par mon dernier exemple qui nous ramène en France, de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui est bien lui aussi l'œuvre d'un peintre américain, installé à Paris à partir de 1961. Larry Rivers est alors proche du groupe des nouveaux réalistes français. Pour ceux ou celles qui ont vu l'exposition sur Léger et les nouveaux réalistes au musée du Luxembourg, vous trouverez une œuvre de Larry Rivers effectivement dans l'exposition. Il est alors proche donc d'Yves Klein, de Jean Tinguely, de Niki de Saint-Phal, et il choisit d'exposer exactement au même moment où Warhol conçoit ces billets de dollars. Eh bien, vous le voyez, des billets d'argent français. C'est d'ailleurs leur titre, French Money. Les deux exemples que vous voyez ici représentent chacun donc, une face du billet de 100 nouveaux francs Bonaparte. Donc, je vous montre ici la confrontation avec le billet réel des deux toiles en pendant. Donc, comme vous le voyez ici, le traitement de la surface peut être lu comme une interprétation très libre, évidemment, mais aussi assez rigoureuse des caractéristiques de l'iconographie monétaire. On y retrouve donc le visage de Bonaparte. Dans les deux cas, il apparaît à moitié effacé, mais néanmoins, on reconnaît son nez vif, sa bouche ourlée. Son haut col rouge suffit à suggérer donc son uniforme. Et on reconnaît donc des éléments d'architecture. Donc ici, l'arc de triomphe qui est à peine suggéré sur une tache un peu violacée. Et puis, de l'autre côté, des pointes de flèches qui figurent les drapeaux devant lesquels se tient Bonaparte. Et puis, de l'autre côté, le dôme qui suffit à suggérer les invalides. Certains des détails sont complètement transformés de manière un petit peu amusante. Vous voyez ici, par exemple, le motif floral de la décoration juste au-dessus de la tête de Bonaparte, qui est ici, de manière un peu amusante, transformé en un escargot. Donc parfois, il y a des transformations un petit peu amusantes, mais certains détails sont assez fidèlement repris. Pardon, je m'aperçois que je suis un peu en retard, donc je vais conclure très prochainement. Ce qui m'intéresse, c'est notamment la case que vous voyez ici, qui est vide, excepté le premier mot, qui se lit l'article. Et cette case a normalement pour fonction de contenir le rappel de l'article du Code pénal qui contient les informations sur ce que risque le contrefacteur de la monnaie française, c'est-à-dire le bagne à perpétuité. Ici, la case est laissée vide, comme si ce que risquait ce contrefacteur d'un genre particulier était laissé à l'imagination du spectateur. Donc je terminerai simplement en disant que dans ce cas aussi, la représentation en fait, de ce billet et ce jeu avec la contrefaçon se fait dans le contexte d'une crise monétaire et d'une interrogation sur la valeur du billet. Ce billet de nouveaux francs, il fait partie de la toute nouvelle politique monétaire mise en place par le général de Gaulle en fait, à son arrivée au pouvoir au début de la Ve République et qui consiste à enlever 2 zéros à l'ancienne monnaie pour passer au nouveau franc. Donc une sorte de tour de passe-passe en fait qui permet de revenir à des niveaux de prix qui étaient comparables à ceux que connaissait la France avant la grande période d'inflation qui a touché la 4e République.
Évidemment, dans ce contexte, la question de ce que vaut la monnaie, à partir du moment où on peut rajouter ou enlever des zéros, est une des questions ironiquement posées. Le billet que choisit de peindre Larry Rivers est lui aussi en fait sur le point de disparaître, puisqu'il va être remplacé prochainement par le billet de 100 francs, cette fois je dirais définitif en fait. Donc c'est dans un même contexte en fait de mise en crise de la valeur de la monnaie que la représentation du billet prend place et que, comme nous le rappellent ces artistes, ce que peut valoir en fait des écritures et des chiffres sur une surface plane, qu'il s'agisse d'art ou de papier-monnaie, eh bien, est sujet à caution et à question. Voilà, je m'arrête là. Excuse-moi, Hélène, d'avoir dépassé mon temps. Merci beaucoup. On avait aussi commencé un peu en retard. On a un tout petit peu de temps pour des questions, si jamais. Moi, j'avais une petite... Tu parlais de conversion, c'est assez intéressant de voir aussi comment il y a ce jeu aussi de la conversion du billet en œuvre et de sa transmutation en valeur, qui est forcément un des jeux des artistes. Ouais. Oui, absolument. Et... Larry Rivers a beaucoup insisté sur le fait que ces peintures d'argent ont été un vrai succès commercial et il incitait, c'était presque un argument marketing pour lui d'encourager les collectionneurs à l'acheter et à en faire un objet de valeur en fait qui dépasse sa valeur faciale. Est-ce qu'on peut laisser la parole pour une question ? Oui, pour poursuivre en sens inverse, est-ce que vous aviez eu connaissance de l'initiative d'un peintre danois de Copenhague qui fabriquait lui-même sa monnaie? Ça s'appelle artmoney.org, je crois. Évidemment, c'est bien été accepté que dans 3 ou 4 bistrots de la zone de Christianshavn, sur la base d'une parité fixe. C'était un peu communautaire, mais l'idée de base était que si c'est beau, ça a de la valeur. Ouais. Oui, je ne connaissais pas spécifiquement cet exemple, mais en effet, j'ai travaillé un petit peu sur des monnaies locales qui étaient tout à fait fondées sur l'alliance entre des artistes et des militants, des activistes, et puis des partisans en fait des monnaies communautaires. Donc oui, et je suis tout à fait d'accord. L'apparence à ce moment-là du billet, eh bien, est un enjeu pour le fait qu'on ait envie de participer à cet échange au sein d'une petite communauté. En fait, le désir, la séduction de l'image joue sur la valeur de la monnaie. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Sophie.